pouvoir à Laurent Graft. Hugues Brissot. Sarah Béag. Pascal Martin. Sylvie Bocobza. Didier Mézières. Christophe Van Denken absent. Pouvoir à Pascal Martin. Dominique Nocture. Absente. Daniel Dess absent. Pouvoir à moi-même. Michel Fraioli. Roger Hadot. Grace Ribeiro, absente, pouvoir à Michel Fraioli. Sylvain Benayoun, absent, pouvoir à Sylvie Bocobza. Karine Gauthier-Janot, absente, pouvoir à Hugues Brissot. Laurent Graft. Radia Tiglit, absente. Yvan Dauer. Anne Sotti. Grégory Philippe, absent. Sophie Baquet. Jacques Bayeux. Anna-Maria Cheta, absente. Gilles Deveau. Clarisse Paulet. Nicolas Dess, Laurence Bernard, Fabien Bignolet et Aude Misnard. Je voulais préciser que ça n'a pas été dit que Dominique Nocture a donné son pouvoir à Didier Mézières. Il faut qu'il nous fasse un petit courrier. Hein. Je vais tourner. Je ne fais pas tourner, c'est lui qui... Ok. Alors, un secrétaire de séance. Je ne sais pas qui nous avions la dernière fois. C'était Dominique. C'était Anna, non, c'était Anna-Maria. Oui, c'était Anna Cheta. Sarah. Personne ne se bat pour la place. Secrétaire de séance, Sarah, merci. Alors, avant de parler du procès-verbal de la séance précédente, j'aimerais que nous fassions tous une minute de silence pour Éric Julien, notre chef de police décédé il y a quelques semaines maintenant. Une petite minute de silence, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous lever. Merci. Et la ville présente évidemment ses condoléances à la famille et souhaite tout le soutien nécessaire dans cette épreuve. Le procès verbal de la séance précédente, est-ce qu'il y a des observations ? Oui, avec le micro, s'il vous plaît. Je voudrais revenir sur les travaux du rond-point Charles de Gaulle. Je ne comprends pas du tout votre réponse, puisque ceux qui ont mis le goudron sont ceux qui ont aussi enlevé les pavés. Et ils ont fait ça en 2 jours, donc ils avaient tout à fait la possibilité de mettre de côté les pavés, de les remettre. Ok, on prend note. Sur la réponse à une question de l'opposition, c'est ça ? Oui, peut-être qu'au départ ça aurait dû être remis, mais visiblement on me dit qu'ils sont plus disponibles, donc on ne peut pas les remettre. Entre-temps, mais il n'y avait pas de problème pour les remettre tout de suite. Probablement, mais en tout cas ils ne réussissent pas, ils ne remettent pas la main dessus. Une autre remarque ? Je passe au vote. Qui approuve le procès verbal de la séance précédente ? Qui ? Unanimité, pas d'abstention ? Pas de vote contre, merci. Alors, en préambule toujours de l'ordre du jour et des décisions, les points 4 et 5 sont retirés de l'ordre du jour et seront présentés au prochain conseil municipal, puisque c'est des points
qui concerne les énergies. Et nous avons la chance d'avoir autour de la table le président du syndicat, mais il n'est pas là aujourd'hui. Il sera là au prochain mandat. Donc, c'est mieux de... Prochain, pardon, mandat. C'est pourtant pas un lapsus révélateur. Hein. Mais bon, donc au prochain conseil. Et donc, il pourra rapporter ces 2 points. Donc, retirer de l'ordre de jour les points 4 et 5. Alors, les décisions qui ont été prises depuis que nous nous sommes vus. La décision numéro 42 du 8 octobre, signature d'un bail professionnel pour une durée de 6 ans sur un local de 18 mètres carrés au 3 rue Glenpeter à Viarmes pour un montant de loyer mensuel de 350 € plus 90 € de charges. Donc là, on parle de la maison médicale. Hein. Décision numéro 43 du 10 octobre, signature d'une convention de mise à disposition de locaux communaux au bénéfice de l'Office de tourisme communautaire Terre de Carnel pour une durée de 5 ans. La communauté de communes s'engage à assumer les frais d'occupation tels que l'eau, le chauffage, l'électricité et tous les frais d'entretien courants. Décision numéro 49 du 11 décembre, signature d'une convention pour la participation aux frais de fonctionnement de l'école municipale de musique. La participation annuelle de la commune de Luzarches est fixée à 500 € par élève pour un maximum de 30 élèves. Décision numéro 50 du 11 décembre, signature d'un marché de travaux pour la restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, lot 1, maçonnerie, pierre de taille et menuiserie, ferronnerie avec l'entreprise Léon Noël pour un montant de 784 969 € hors taxe. Décision numéro 51 du 11 décembre, signature d'un marché de travaux pour la restauration de l'église. Là, on parle des façades. Hein. Lot 2, couverture charpente avec l'entreprise Ballas pour un montant de 200 950 € hors taxe. Décision numéro 52, demande de subvention d'un montant de 39 985 € auprès de la Caisse d'allocation familiale pour les aménagements extérieurs et mobiliers du multi-accueil. Décision numéro 53 du 18 décembre, signature d'un bail professionnel pour une durée de 6 ans pour un local de 18 mètres carrés au 3 rue Glenpeter pour un montant de loyer de 350 € auquel on ajoute un forfait mensuel de charge de 90 € pour les dépenses d'eau courante et d'électricité, de gaz, enfin toutes les charges. Décision numéro 54 du 18 décembre, signature d'un bail professionnel toujours pour une durée de 6 ans, même surface, 400 € de loyer auquel s'ajoute un forfait mensuel de 90 € pour les dépenses courantes. Décision numéro 55 du 18 décembre, signature d'un bail pour une durée de 6 ans, 18 mètres carrés au 3 Glenpeter, 350 € de loyer avec un forfait mensuel de charge de 90 € pour les dépenses courantes. La décision numéro 1 de 2026 concerne les séjours hiver pour les enfants et adolescents, 25 places. Le prix du séjour est de 859,24 € par enfant. La commune prendra en charge 30% du prix, soit 257,72 €. Et le reste à charge pour les familles viarmoises sera de 601,52 €, soit 70% du prix. Le tarif pour les familles des communes extérieures sera de 853,24 € par enfant, sans prise en charge par la commune. Le montant total du séjour s'élève à 21 481 €, dont 8 874 € pour l'hébergement, 6 367 € pour les activités, l'encadrement, des moniteurs de ski, les remontées mécaniques, les équipements, et 4 700 € pour le transport, 1 540 € représentant le coût de l'équipe encadrante. La décision numéro 2 2026 du 6 janvier, signature d'un contrat pour la maintenance des installations de chauffage de la ville avec la société AMPS CVC pour une durée d'1 an renouvelable 2 fois par tacite reconduction et pour un montant annuel hors taxe de 14 706,74 €. Décision numéro 3 du 6 janvier, signature d'un contrat pour la maintenance du parc informatique de la ville avec la société ACJ Eco pour une durée d'1 an et un montant de 15 120 € hors taxe. Décision numéro 4 de 2026, signature d'un contrat pour l'entretien des bornes automatiques de la ville avec la société APBMS pour une durée d'1 an renouvelable 3 fois par reconduction express et un montant annuel de 1 200 € hors taxe. Voilà pour les décisions. Alors, nous entrons dans l'ordre du jour du Conseil de ce soir avec le point numéro 1 qui concerne le rapport d'orientation budgétaire.
Vous en avez l'habitude maintenant, donc c'est un... Nous devons mener un débat sur les orientations budgétaires de la commune qui se traduit donc par un rapport que nous vous présentons aujourd'hui. Ce débat doit avoir lieu traditionnellement 10 semaines, ou plutôt 10 semaines précédant le vote du budget primitif. Et l'objectif du ROB, c'est de discuter des orientations budgétaires, de vous informer sur la situation financière de la commune, d'envisager les orientations budgétaires en fonctionnement et en investissement, en précisant également les engagements pluriannuels qui sont envisagés, en faisant un focus sur la structure et la gestion de la dette de la commune et l'évolution des dépenses de personnel. Alors je vous propose d'abord de partir d'un contexte plus général et de dire quelques mots sur la loi de finances 2026, donc le contexte global, le contexte général. Vous le savez tous, forte tension sur les finances publiques avec un objectif affiché de réduction rapide du déficit et un effort est demandé aux collectivités territoriales. La loi de finances 2026 a pour but également de poursuivre les grandes priorités économiques, sociales et environnementales de l'État. Les discussions ont été nombreuses dans les hémicycles. La commission paritaire mixte s'est réunie et n'a pas pu se mettre d'accord et adopter un budget avant le 31 décembre de l'an dernier. Et le gouvernement a recours à une loi de finances spéciale qui a permis de continuer à engager les dépenses. Le budget a finalement été adopté le 2 février et il confirme l'objectif de redressement progressif des comptes publics, mais en proposant tout de même un budget au niveau de la nation cette année encore, en déficit aux alentours de 5%. Le volet fiscal s'oriente vers un effort demandé aux entreprises, aux grosses entreprises, une diminution du programme d'investissement France 2030, donc on met en risque quand même les gros investissements pour notre avenir. La revalorisation de la prime d'activité versée aux actifs uniquement pour les salaires aux alentours du SMIC. Au niveau du logement, l'éventualité de toucher aux APL a été abandonnée. Et ma prime rénov' qui était suspendue reprend cours depuis le vote du budget avec un budget de 3,6 milliards d'euros, une enveloppe équivalente à 2025. Certains ministères sont sanctuarisés, notamment le ministère des Armées, de la Sécurité et de la Justice. Mais des coupes seront donc réalisées sur d'autres ministères, le ministère de la Cohésion des Territoires, l'aide au développement, le sport, l'agriculture et autres. Que se passe-t-il au niveau des collectivités? Quel est l'impact de cette loi de finances sur nos budgets à nous? L'effort réclamé est d'environ 2 milliards d'euros. Au niveau des dotations et des compensations financières, la DGF est maintenue à son niveau de 2025 en euros. Elle n'accompagne donc pas l'inflation, ce qui se traduit donc par une baisse des financements réels des communes, puisque le delta entre l'inflation et le montant 2025 pèsera sur nos finances. La DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local, la DETR et la dotation politique de la ville devaient fusionner dans un compte commun, ça a été abandonné, et la DSIL subira une dépense de 200 millions d'euros sur le bloc communal. Le DILICO, alors le DILICO c'est un truc un peu compliqué. Toutes les collectivités devaient subir cette punition du DILICO. Finalement, le Sénat a sorti les communes de ce dispositif. L'idée, c'est de prendre sur l'épargne nette des communes, de prendre une partie pour financer les dépenses de l'État. Vous savez que dans nos budgets, on a des recettes de fonctionnement et des dépenses de fonctionnement. Le delta entre les deux fait le résultat de fonctionnement de la ville, c'est-à-dire l'épargne brute. Quand on enlève le remboursement de l'emprunt, du capital de l'emprunt, ça nous fait ce qu'on appelle une épargne nette. Et sur cette épargne nette, quelques pourcentages sont prélevés par le gouvernement pour l'effort demandé aux communes pour diminuer la dette du pays, ou en tout cas la contenir. On y a échappé de peu, mais les communes ne seront pas soumises au DILICO en 2026. Nous subirons aussi des charges supplémentaires.
les dépenses de personnel et les contributions sociales continuent de progresser, notamment le taux de cotisation à la caisse de retraite qui chaque année augmente. C'est moins cette année en 2026 que 2025, mais encore quelques pourcents, 3 je crois. Et le Centre national de la fonction publique, qui est financé par une cotisation des collectivités, voit son enveloppe plafonnée. Au niveau du financement local, des coupes sont à constater malheureusement au niveau du fonds vert, c'est-à-dire qu'on nous demande d'être vertueux dans nos projets, de tenir compte de la situation de la planète, et le fonds de subvention qui vient nous aider dans ces projets a été maintenu, en tout cas pas même amoindri, à hauteur de 840 millions d'euros. Donc vous voyez que toutes ces décisions qui ont été prises vont dans le sens d'une tension de nos ressources. Je rappelle que la dette de l'État, c'est plus de 3 400 milliards d'euros. Je vous ai mis derrière, pour information, l'évolution de la dette en temps réel. Alors évidemment, ça peut être anxiogène, hein, on l'enlèvera à la fin de parce que sinon on va tous être rivés sur le chiffre qui évolue, mais enfin, il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même un chiffre au niveau national, hein, c'est pas la dette de la commune. Heureusement. Et puis avoir une dette, c'est bien aussi, c'est pas forcément négatif. Encore faut-il que cette dette finance des investissements, prépare l'avenir et pas du fonctionnement, ce qui est le cas pour une bonne partie de cette dette-là, qui finance du fonctionnement, ce qui est quand même un non-sens. C'est-à-dire qu'aussitôt emprunté sur les marchés, aussitôt mis dans les réservoirs de nos ministères ou dans les prestations sociales ou dans les remboursements des médicaments, par exemple. Et ça, ce n'est pas une dépense qui est saine, et c'est une dépense qui s'aggrave d'année en année. Le budget proposé cette année qui devait, je ne sais quel terme employer, contrôler notre déficit, est quand même voté aux alentours de 5% de déficit. Il faudra bien emprunter encore pour couvrir ce déficit. Je rappelle aussi que le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement des intérêts, on ne parle pas du capital, on ne parle que des intérêts, et aux alentours de 70 milliards d'euros maintenant, ce qui le place pratiquement quelques pouillèmes près à la première place des dettes de l'État, si vous voulez. Et on consacre plus d'argent maintenant à rembourser les intérêts de la dette qu'à investir dans nos structures, dans nos écoles, dans notre énergie, dans notre défense. Et c'est quand même relativement inquiétant. Face à tout ça, nous, les élus locaux, nous devons assurer les services municipaux. Hein. On reste à notre place, bien évidemment, que sont les écoles, qu'est la voirie, les équipements sportifs, culturels, toutes nos actions sociales de proximité, la sécurité. Tous ces points constituent un socle essentiel à la qualité de vie dans la commune. Mais le contexte budgétaire impose une gestion rigoureuse pour pouvoir maintenir ces services et sans peser sur la fiscalité des habitants. Nous poursuivrons donc la commune une stratégie budgétaire qui sera fondée sur la prudence, sur l'anticipation et la recherche d'optimisation de nos dépenses et de nos recettes. Dans ce contexte qui va se durcir encore dans les années qui viennent, n'en doutons pas, les investissements que nous avons faits durant ce mandat sur l'acquisition et la rénovation des commerces, que ce soit aux 9 rue de Paris, c'était sur le mandat précédent, aux 21 rue de Paris, aux 75 rue de Paris ou dans les futures surfaces commerciales de l'ex-gendarmerie sont des investissements que nous avons faits qui sont, eux, productifs de loyer, qui peuvent venir combler le vide laissé par les moindres subventions d'État ou du département de nos financeurs qui resserrent eux aussi évidemment leurs finances. Voilà pour ce commentaire. Alors c'est un débat d'orientation budgétaire. Si certains d'entre vous veulent intervenir, n'hésitez pas évidemment. Sinon je continue en passant aux résultats provisoires de 2025. Vous pouvez récupérer votre ordinateur et ne plus faire défiler le chiffre derrière nous. Les résultats provisoires 2025, vous les avez donc sous forme de tableau depuis l'année 2021 jusque 2025. La première ligne représente le résultat de chaque année et en dessous vous avez le report du solde du résultat de l'année précédente. Vous voyez que le résultat de l'année N cette année, sans tenir compte des résultats et des années précédentes,
s'élève à plus 651 919 €, ce qui est relativement bas en regard des années précédentes, qu'on peut expliquer notamment par une dépense qui était non prévue sur toutes nos énergies et nos consommations téléphoniques, mais je crois principalement en énergie. Élise, hein, vous me direz si je dis des bêtises, mais je crois que c'était sur nos énergies, avec des montants de consommation qui avaient été inexacts sur plusieurs années. Donc on a subi un rattrapage de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une augmentation des dépenses du 0,12 encore, parce que je crois me souvenir que l'année dernière, le taux de cotisation retrait des agents était de plus 7%. Donc des dépenses qui n'étaient pas prévues, des dépenses aussi au niveau de la maison médicale qui n'étaient pas prévues non plus, plusieurs dizaines de milliers d'euros, et des dépenses également moindres, puisqu'on a eu l'an dernier un peu moins de recettes au niveau du restaurant scolaire, un peu moins de recettes également au niveau de la garderie. Ce qui s'explique aussi par la stagnation du nombre d'enfants dans nos écoles. Si on regarde maintenant le résultat consolidé, donc en tenant compte des réserves acquises pendant les exercices précédents, le résultat global de la section de fonctionnement 2025 est de 1 831 153 €, ce qui est parfaitement acceptable et quand on le compare aux exercices précédents, au-dessus de la moyenne. Le solde d'exécution de la section d'investissement est de plus 754 332. Alors, souvent, on a des soldes qui sont négatifs puisqu'on investit et on fait les dépenses avant de recevoir les subventions. Là, le sinistre Église a fait que nous avons touché en 2025 les paiements, les remboursements de l'assurance sans pour autant avoir encore payé les factures qui correspondent puisqu'ils sont en ce moment sur les travaux. D'où un solde d'exécution positif. Mais des soldes de reste à réaliser de moins 1 232 001 qui sont justement notamment l'Église et la suite de l'Église. Le besoin de financement de la section d'investissement, c'est moins 1 232 et c'est plus 754 000, donc un solde négatif de financement de moins 477 669 € que nous devons venir combler par notre résultat de fonctionnement. Le report du résultat de fonctionnement, 1 353 484, c'est la différence entre le 1,8 et ces 477 000 qui viennent combler le déficit, et le report du résultat d'investissement de l'an dernier de 754 332,12. Est-ce qu'il y a des questions sur le résultat qui est provisoire, hein, puisque nous ne sommes pas en vote du budget, nous sommes en robe. Pas de commentaires. Les orientations budgétaires qui sont proposées, qui sont mises au débat, puisque, je vous le redis encore une fois, nous ne sommes pas en budget. Sur les recettes, vous avez les principaux postes de recettes, les réalisés sur 23, 24, 25. Le rappel, ça c'est en gris sur la gauche, et sur la droite, le budget primitif 2025 et les perspectives 2026 et les pourcentages d'évolution. Les produits des services sont proposés à 943 605. C'est tous les services rendus par la commune, la restauration scolaire, l'accueil de loisirs, la garderie périscolaire, multi-accueil, école de musique. Et le montant prévisionnel est donc estimé à 943 000 € en évolution de 75 000 € en grande partie du fait de l'évolution de la police pluricommunale et de l'adhésion à une fusion complète des villes de Bellois et de Luzarches qui jusqu'alors bénéficiaient d'un service à la carte mais ont maintenant rejoint complètement la pluricommunale, donc des recettes supplémentaires de ce point de vue-là. Sur les impôts et taxes, 246 000 €. Fonds de solidarité de la région Île-de-France estimé à 133 000 € et la fraction compensatoire de la CVAE aux alentours de 113 000 €. La fiscalité proposée à 4 394 000 €, stable par rapport au budget primitif de l'an dernier, c'est volontaire. D'abord, nous ne savons pas exactement les sommes qui seront versées par la trésorerie, et puis traditionnellement, on se met dans des hypothèses prudentes.
Nous nous sommes engagés, comme depuis plusieurs années, et même depuis le début du mandat, à ne pas augmenter nos taux de fiscalité pour 2026. Le montant des contributions liées au foncier a été inscrit en prenant en compte une revalorisation des bases fiscales de 0,8%. Ce n'est pas nous qui maîtrisons ce chiffre-là. Nous, on maîtrise le taux, mais la base fiscale, elle nous est imposée. Ce sont évidemment des données prévisionnelles qui peuvent être amenées à évoluer jusqu'à l'établissement des bases définitives. Les principales recettes de fiscalité indirecte sont traduites aussi. La taxe sur les surfaces commerciales, 38 000 €. L'imposition forfaitaire des entreprises en réseau, 10 000 €. La taxe sur les pylônes, 174 000 €. Et la taxe locale sur l'électricité, 80 000 €. Les droits de mutation, évalués à 200 000 € entre le réalisé 2025 et le réalisé 2024. Là encore, prudent, parce que les constructions, les prêts sont difficilement accordés aux gens. Donc derrière, il y a moins de projets de permis de construire qui sont déposés. Donc c'est un chiffre sur lequel il faut être très, très prudent. Ensuite, les dotations et les participations au chapitre 74, 1 690 000 €. Chapitre en baisse de 5%, moins 85 000 €. La dotation pour les titres sécurisés, les renouvellements des cartes d'identité et des passeports est inscrite pour 12 000 €. Très prudent, puisqu'il y a d'autres villes aux alentours qui ont mis le service en place aussi. Donc on avait mis au budget, ou même réalisé 28 000 € l'an dernier. Nous ne mettons que 12 000 cette année. Les subventions de fonctionnement proviennent des conventions, des contrats que la commune a conclus en partenariat avec la CAF et le conseil départemental. Le fonds comment déjà ? De compensation de la TVA sur le fonctionnement n'a pas été inscrit malgré le retrait probable du projet de loi de finances. C'est confirmé, le retrait a été acté. Je vous rappelle que le FCTVA, ça nous est reversé à N+1 sur les travaux N-1. On retouche une grosse partie de la TVA de ces travaux-là l'année suivante. Les 75, les produits de gestion courante. Une question ? Oui. Et contrat de la commune a conclu en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale. C'est quel type de convention ? Alors maintenant, le contrat est même un contrat intercommunal. C'est même plus nous qui le discutons, c'est au niveau de l'interco que ça se négocie, et on touche les subventions, tout ce qui est rapport à la petite enfance et à la famille. D'accord. Les 75, le chapitre 75, les charges de gestion courante, donc représentent les loyers des logements communaux et des locaux commerciaux évoqués il y a quelques minutes. Les loyers, la location de la salle Maspoli, estimée à 19 000 €, et la participation du syndicat du collège pour la mise à disposition du personnel est inclus également ici. Chapitre en baisse, pour quelles raisons ? Résiliation par le département du bail et pour la permanence du PMI au 74 rue de Paris. Les clés ont été récupérées ce jour. Refacturation de l'office de tourisme inscrit au chapitre 70, qui est dans nos locaux mais qui est intercommunal. Et à ce stade, on ne tient compte d'aucun remboursement de sinistre. Voilà pour la structure des recettes prévues pour 2026. S'il n'y a pas de questions, je continue sur les dépenses. Au chapitre 11, les charges à caractère général, c'est toutes les charges courantes, 2 583 506 proposées en 2026. Donc les évolutions concernent quoi ? Les dépenses d'énergie, vous voyez l'augmentation qui est notée, plus 124 000 €. La prévision 2026 sur les énergies est inscrite au prévisionnel par prudence dans le but de ne pas être pris de court par l'évolution de la structure tarifaire d'acheminement de la distribution de gaz à compter de juillet 2026. Et si on dépense moins, ce sera une excellente surprise. Les dépenses d'assurance, tout le renouvellement de nos contrats d'assurance sont en augmentation, non négligeable, plus 14 000 €. La provision du bail voirie, c'est la ligne budgétaire qui nous permet d'intervenir et de faire des campagnes de bouchage de trous.
inscrite au montant estimé dans le marché de travaux d'entretien et de réparation des voiries communales à plus 40 000 euros. Provision pour les reliures obligatoires pour les actes administratifs, 11 000 euros. Intégration des dépenses du comité culturel et du comité de jumelage de Mercury, 26 000 euros. Augmentation de l'enveloppe dédiée à l'entretien et réparation des espaces verts, 25 000 euros supplémentaires. L'évolution du marché de fourniture de repas, 24 000 euros. La provision pour le curage des fossés, plus 18 000 euros. Et la provision pour l'entretien des bâtiments, plus 10 000 euros, explique cette augmentation non négligeable du 0,11, mais surtout par la prudence qu'on prend sur les énergies. Au chapitre 12, les charges de personnel montant de 3 817 777 euros. En augmentation également, liée principalement, si je retrouve ma ligne, caractère général, liée principalement à la revalorisation annuelle des rémunérations, chaque année, les avancements d'échelon, les avancements de grade, les promotions internes, les reclassements. L'augmentation des charges sociales, le taux de cotisation pour la retraite a été évoqué, revalorisation de l'assurance du personnel et de la protection fonctionnelle, transfert des dépenses de participation au poste Petite Ville de demain et d'archivage qui n'était pas à ce chapitre-là, mais la dépense était ailleurs. Impact et provisions de recrutement de personnel non titulaire qui viennent en renfort ou remplacement sur certains pôles qui ont l'obligation de maintenir la continuité du service public et un nombre précis d'agents par rapport au nombre d'enfants accueillis. L'organigramme des postes de la collectivité, donc on affinera ce chapitre en cours d'année en cherchant à l'optimiser, en recrutant notamment, si c'est possible, des apprentis, en réfléchissant à une refonte du régime indemnitaire pour améliorer la connaissance de l'engagement professionnel et la montée des compétences des agents, et l'opportunité de constituer une provision au titre des droits acquis par les agents au titre du compte épargne-temps. Nous en parlerons un peu plus tard dans l'ordre du jour de notre soirée. Les charges de gestion au chapitre 65 regroupent les indemnités aux élus, 142 000 euros en hausse de 2 000 euros par rapport à l'an dernier, la participation aux SDIS, plus 3 000 euros. Alors, on n'a pas repris les chiffres, mais on est autour de 70 ou 80 000 euros la contribution de la ville au fonctionnement du centre de secours, enfin du service de secours départemental. La participation au CIVOM, la participation au parc naturel régional, la subvention au profit du CCAS, inscrite à hauteur de 90 000 euros. Cette subvention-là sera probablement amenée à évoluer au cours des années. Augmentation de 18 000 euros par rapport à 2025. Subvention de fonctionnement versée aux associations qui sont actives sur la commune. Les licences et logiciels métiers, plus 6 000 euros. Et la provision pour irrecevabilité de créances n'est pas inscrite à ce stade parce que nous n'avons pas encore les éléments qui nous ont été transmis. Les autres dépenses de gestion, le chapitre 66, c'est les intérêts de la dette, et le chapitre 67, c'est en général des provisions. Mais pas grand-chose à ce point, sur ce chapitre-là. Est-ce qu'il y a des questions sur la proposition ? Oui. Non, ce n'est pas une disposition, c'est une volonté. Une volonté de la ville. Ça dépend ça sera affiné au fur et à mesure des demandes des services, des besoins des services, des demandes aussi de stagiaires. On en a eu un récemment, la ville ne pouvait pas l'accueillir, mais on a transmis à l'Interco qui le prend. Donc il y a des choses intéressantes. Ça s'affine au fur et à mesure des demandes et des besoins que nous avons. D'autres questions ? Voilà pour la structure du fonctionnement en dépenses, en recettes et en dépenses. Au niveau des investissements, l'ensemble des projets proposés à hauteur de 6 557 000 euros correspond à la mise en œuvre de l'objectif général du mandat et la continuité de ce qui avait été prévu depuis plusieurs années. Au niveau de l'amélioration de la qualité de vie des habitants, une provision pour la réfection d'une voirie. Le temps qu'il fait actuellement n'arrange pas les choses et les voiries se dégradent, 330 000 euros. La continuité du changement en LED de l'éclairage public, 200 000 euros.
La poursuite de l'aménagement de la demeure bourgeoise, 165 000 euros, et du centre médical, 121 000 euros, et l'aménagement du parking attenant. Maintenant qu'une maison médicale active, il faut aussi organiser les alentours, 280 000 euros. L'installation de la rampe PMR, de la main courante, de la porte d'entrée du rez-de-chaussée, l'aménagement de la salle de percussion au sous-sol et une provision pour des menuiseries au niveau du Étrepour, près de la maison de notre école de musique. L'installation de la rampe PMR, c'est pas le moins cher, c'est une obligation. Pour ceux qui connaissent l'endroit, le rez-de-chaussée est à 1,50 m de l'extérieur. Et c'est une obligation qui nous est demandée, comme pour tous nos bâtiments publics, d'être en accès PMR. L'acquisition de 3 cellules commerciales dans le projet de réhabilitation de l'ex-gendarmerie, 668 000 euros, et 50% de participation à l'équilibre du projet général. La consignation de l'indemnité provisionnelle dans le cadre du contentieux du 1 rue de la Gare. La mise en œuvre d'une clôture pour sécuriser le mur mitoyen du parking rue de la Garenne, 35 000 euros. L'aide au ravalement des façades de la rue de Paris, 6 000 euros mis chaque année. Et l'achat d'équipements divers pour des manifestations, 6,5 kg. Au niveau de l'enfance, de la jeunesse et de la petite enfance, l'étude pour oui. Oui. Il avait été un moment en question que ça soit pris en charge, moitié les habitants et moitié la mairie. Oui. On en est où sur ces 35 000 On en est que les riverains ne l'entendent pas de cette oreille et que... On comprend ? Oui. Moi, je ne comprends pas, mais bon, si on comprend, on comprend. Donc, le projet, pour l'instant, on est là. Des courriers entre avocats se tiennent en ce moment. Donc, le projet n'en est qu'à ses débuts de la discussion. Juste dire pourquoi je comprends, c'est que les travaux ont détérioré le mur. Non. Écoutez, on a des photos. C'est l'avis qu'on vous a donné, c'est pas le nôtre, mais justement, c'est pour ça qu'il y a un contentieux, c'est pour ça que les avocats et les experts s'exprimeront. Okay. Je rappelle qu'un constat a été fait par un officier, un commissaire de justice avant les travaux, et que donc les choses ont été respectées. La seule chose qu'on peut nous reprocher, et je veux bien l'entendre, c'est de ne pas avoir discuté avant avec les tombes. Ça, on peut l'entendre, mais ça ne justifie pas la suite de la discussion. Il me semble que les habitants de proximité, ils sont 5, n'étaient pas au courant de ce constat de huissier, commissaire de... Ils n'étaient pas au courant du constat. Ils l'ont jamais vu. On les invite aux réunions, mais la dernière, ils ne sont pas venus, donc ils n'ont pas été convoqués, nous disent-ils. Bon, nous, on a un agent qui a mis dans les boîtes aux lettres, mais peut-être qu'ils n'ont pas vu leur courrier. En tout cas, le contentieux avance et le dossier suit son cours. En tout cas, le parking est apprécié et il est bien utilisé. L'enfance, la jeunesse, la petite enfance. L'étude pour l'extension de l'accueil de loisirs, 50 000 euros. Et une première partie des travaux, 520 000 euros. Est-ce qu'ils seront dépensés cette année ou pas? C'est le jeu des investissements et des dossiers à monter. L'acquisition de mobilier extérieur pour l'accueil de loisirs, 7 500 euros. La création d'une piste de pump track, 240 000 euros. Les travaux de multi-accueil, notamment des sols souples au niveau du jardin, 61 000 euros. Tout ça, il y a des subventions qui vont avec. La création d'une maison des assistantes maternelles, 80 000 euros, qui sera aussi pourvoyeur de ressources pour la commune. Les travaux de réagencement des toilettes du bâtiment B de l'école élémentaire, 35 000 euros. Les travaux de réaménagement du restaurant scolaire, 150 000 euros, j'espère que ce sera moins. L'acquisition d'un tapis de sol enroulable pour les ateliers de motricité de l'école maternelle à la cantinoise, 9 000 euros. La valorisation du patrimoine, le solde des travaux de restauration du clocher de l'église sont prévus, 238 000 euros. Travaux de restauration des façades de l'église, nous en avons parlé, inscrite pour 768 000 euros. La rénovation de l'orgue de l'église, 62 000 euros. La continuité de l'aménagement de la cour des services techniques, 51 000 euros. Une provision pour les préemptions par la SAFER, c'est une ligne qui est mise chaque année, 20 000 euros. Le remplacement de la chaudière du gymnase, 15 000 euros. La rénovation des logements, de nos logements communaux, 42 000 euros. Et le remplacement de la chaudière au niveau de la PM, 15 000 euros. L'achat d'équipements d'outillage technique pour nos agents du service technique, 63 000 euros. Et l'achat d'un véhicule utilitaire électrique, un chariot de nettoyage pour le service
voirie. 37 000 euros. Excusez-moi, Oui, pour l'ordre, vous avez fait faire combien de devis? pour l'ordre, c'est le chiffre qu'on a là, c'est le seul chiffre qu'on a eu pour l'instant. Mais c'est noté au budget. Après, une équipe viendra et fera les devis et fera le dossier. Pour l'instant, le financement n'est pas fait. Enfin, il est fait puisqu'on le note, mais le projet n'est pas encore travaillé. Il n'y a pas de devis plus poussés que ça qui ont été faits. C'est inscrit au budget. Merci. L'achat d'équipements, j'en ai parlé. La reprise des concessions au niveau des cimetières, 5 000 euros. Et l'acquisition d'un logiciel de gestion très performant, comme j'ai pu le constater, 6 000 euros. Et l'enveloppe dédiée à la vie du parc informatique de la commune et des écoles, 10 000 euros. Tous ces investissements sont financés par des subventions, pour l'instant pointés à environ 1 655 000 euros et qui sont fléchés vers la rénovation de l'éclairage public par le SDEVO, par la région et par le département, la construction d'une piste de pump track, on a mis je crois 200 ou 220 000, il y a 75 000 euros de subvention par la région et 66 000 euros de subvention par le département. Le clocher de l'église, 84 000 euros par la DRAC, 83 000 euros par la région, 23 000 euros par le département, soit un total de subventionnement de 190 000 euros. Pour les façades de l'église, cette fois, 265 000 euros par la DRAC, 240 000 euros par la région et 200 000 euros par le département, soit un total de subvention pour la rénovation des façades de l'église de 705 000 euros. L'orgue, 15 000 euros par la région et on n'a pas encore reçu la réponse du département. Pour le centre médical, 22 000 euros par le département et nous avons une recette à recevoir de 468 000 euros pour le Square Albou, pour la fin et la clôture du théâtre de Verdure et le centre médical. S'il vous plaît, Oui, est-ce que toutes ces subventions sont confirmées oui, si elles sont notées, elles le sont. et elles seront à recevoir? Elles sont à recevoir, oui. Oui, avant les travaux, après les travaux, comment ça se Après les travaux, sur paiement de facture, vous confirmez tout ça, Elisa? Les seules subventions qui... Non, les 468 000 euros en RR pour le Square Albou, tout ça c'est notifié. Dès que les travaux sont terminés, la demande de subvention sera demandée par la commune. Alors, excusez-moi, si je ne me trompe, dans les annexes budgétaires du budget 2025, vous avez mentionné en ligne d'investissement la réfection d'un pump truck pour 10 000 euros. Là, vous proposez la création totale pour 240 000. C'était les études, c'était Pardon ? les travaux préparatoires. D'accord. Comme cette année, vous avez vu qu'il y a une ligne de 50 000 euros pour l'accueil de loisirs. Le projet il se situera certainement aux alentours de 700 000 euros. Et pourquoi avoir marqué 50 000 réfection? C'est Pourquoi avoir marqué réfection si c'est parce que c'est les études de... Ah, pourquoi réflexion et pas création? Oui. Ah bah oui, on aurait pu mettre création. On aurait pu. L'équilibre budgétaire de la section se fera par l'autofinancement, donc dégagé par le fonctionnement de la commune. Et nous devons aussi, dans l'Europe, vous parler de l'APCP, autorisation de projet crédit de paiement, qui nous permet d'inscrire au budget les dépenses d'investissement sur plusieurs exercices pour un projet donné. Ici, c'est l'extension de l'accueil de loisirs. Vous voyez le montant. On a mis 1020, mais je crois que la dernière réunion, on était un peu plus... On réussissait à descendre, parce que je trouvais que c'était un peu excessif. Et on a reçu les architectes et le montant sera inférieur, mais pour l'instant, officiellement, on est encore à 1 million, l'extension de l'accueil de loisirs. Et vous voyez que le montant qui sera inscrit au budget 2026, on l'a vu tout à l'heure, c'est 520 000 euros. C'est l'APCP qui nous permet justement d'inscrire sur un projet de plusieurs millions les dépenses qui concernent chaque exercice et pas la totalité de la dépense sur un exercice. Donc deux opérations dans l'APCP, l'extension de l'accueil de loisirs et la rénovation de l'éclairage public. Au niveau de l'endettement, la commune a 2 emprunts en cours. L'un qui a une durée résiduelle de 2 ans au taux qui fait rêver de 1,69. L'encours de la dette au 31 décembre 2025 était de 71 281,25 €. Et un deuxième emprunt que nous avons contracté en 2022
qui a une durée résiduelle de 21,75 heures année, au taux de 1,72%, et l'encours de la dette au 31 décembre était de 1 231 050 euros. Nous avons donc, contrairement à ce que je peux entendre à gauche à droite, une ville qui est actuellement très peu endettée, puisque le ratio par habitant est de 261 euros, alors que notre strate de communes affiche plutôt un endettement à 764 euros. Donc il nous reste un levier d'endettement pour les projets à venir. Mais attention, si on est peu endetté à ce jour, c'est aussi et surtout parce que l'Église a été retardée du fait du sinistre et parce que nous ne sommes pas parvenus à aller au bout du projet gymnase. En conjoncture normale, hein, s'il n'y avait pas eu ce sinistre et puis s'il n'y avait pas eu de guerre, de bazar au niveau international qui avait fait tout flamber, les énergies et les matériaux, les travaux auraient été certainement avancés, les dépenses auraient été faites et les emprunts auraient été contractés. La capacité d'autofinancement représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable pour financer nos opérations d'investissement. Elle est calculée, vous avez le tableau, elle est calculée entre les produits de fonctionnement réels, hein, hors les produits de cession qui faussent les calculs, et les charges réelles de fonctionnement. Vous avez les recettes réelles de fonctionnement avec leur évolution depuis l'exercice 2021 jusqu'à 2025. Il est marqué prévisionnel parce qu'on n'a pas encore le CA officiel, le compte administratif officiel. Donc les recettes réelles de fonctionnement de 2025 s'élèvent à 8 203 000 euros et nos dépenses réelles de fonctionnement à 6 774 000 euros, d'où une épargne brute de 1 429 000 euros. Et si nous retranchons de cette épargne brute le remboursement capital de l'emprunt, 92 000 euros, l'épargne nette, l'autofinancement avec lequel la ville peut faire des investissements est de 1 337 000 euros. Et vous avez en dernière ligne le taux d'épargne brute et son évolution au cours des années. Donc 17,42 cette année, 16 l'année dernière, 16 l'année d'avant, 17 en 2022 et 15,5 en 2021. Ce tableau montre bien l'importance de contrôler nos fonctionnements, nos dépenses de fonctionnement et d'avoir du résultat de fonctionnement. Je sais bien qu'au début, c'est un peu choquant parce qu'on dit si la ville, entre guillemets, fait du bénéfice, diminuons les impôts et rendons l'argent aux citoyens. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Cette épargne brute, le résultat de fonctionnement de la ville, c'est ça qui nous permet de faire des investissements, puisque dans nos budgets, quand on les monte, le déficit d'investissement doit être couvert par notre résultat de fonctionnement. Donc pas de résultat de fonctionnement, pas de déficit, un investissement qu'on peut couvrir et donc aucun emprunt, aucun travaux finalement. C'est quelque chose qui est quand même très important à comprendre. Donc nous devons absolument surveiller notre fonctionnement, surtout par les temps qui courent et les années qui viennent, où on sait que tout ça va probablement se durcir. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Est-ce qu'il y a des questions ? C'est un débat, hein. Je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à échanger. Il y a des services qui sont là-bas, il y a Céline qui est là. Si je ne sais pas répondre, on vous fera des réponses ultérieures ou tout de suite. Pas de questions ? On prend acte que le débat a eu lieu. Il n'y a pas de vote, hein, on prend acte. Une question ? Oui. C'est chiant. Qu'on vote parce qu'on a eu un débat. Oui, c'est tout. On est bien d'accord. Mais ces chiffres sont appelés à évoluer. Oui, bien sûr. Dans le cadre, donc ça veut dire que prochainement, il y aura une commission de budget. Là, il n'y a pas de commission. Il y a un budget qui sera voté la prochaine fois qu'on se rencontre, le 12. Et puis, comme tout budget, même voté, il est appelé lui aussi à évoluer avec l'installation du nouveau conseil municipal avec des équipes qui constitueront, des souhaits, des volontés, des modifications qui interviendront. Donc, entre aujourd'hui, où c'est plutôt des indications, et la prochaine fois, on va voter le budget, il n'y aura pas une instance qui permet ensemble de réfléchir à l'évolution de certains chiffres. Non. D'accord. Okay. Non, ça a été fait par les commissions finances. Les travaux financiers ont été faits depuis fin décembre. Hein. Ça commence avec les services qui font leurs demandes.
puis les discussions, les arbitrages, et puis les projections de recettes qu'on pense avoir, puisque je rappelle que c'est du prévisionnel, les prévisions de dépenses également qu'on pense avoir, et puis les projets d'investissement qui ont été discutés, et puis tout ça nous sort des tableaux. Voilà. Donc là, on ne fait que prendre acte que le débat et la discussion a eu lieu. Il n'y a pas de vote. C'est tout bon. Merci à vous toutes et tous. On continue l'ordre du jour et le point numéro 2, c'est pas pour moi, c'est pour Sarah. Il s'agit des subventions aux coopératives scolaires. Tu prends les points 2 et 3. Chaque année, la commune de Viarmes soutient les écoles au travers de budgets alloués. D'une part, au travers du versement de sommes forfaitaires pour les fournitures scolaires, 40 € par élève, et pour les fournitures administratives, 2,90 € par élève. Et d'autre part, par le biais de subventions aux 2 coopératives scolaires. Le montant de la subvention allouée aux coopératives correspond à un forfait de 40 € par élève déclaré à la rentrée scolaire N-1. Le montant est ensuite réévalué au cours du 4e trimestre de l'année N pour prendre en compte l'évolution des effectifs à la rentrée scolaire N. Il est donc demandé au conseil municipal d'acter les modalités de calcul du montant forfaitaire et de la hauteur de la subvention, 40 € par élève. Je ne comprends pas pourquoi on mélange les subventions allouées au fonctionnement de l'école et la coopérative. Ce n'est pas du tout la même chose. La coopérative, c'est pour payer l'écart. Oui, mais je sais ce que c'est que la coopérative. Mais je ne comprends pas pourquoi on le mélange dans le même paragraphe. Parce que la commune donne 40 et 40, ça fait 80 € par élève. Effectivement, et c'est une subvention qui est donnée. Effectivement, on en parle, mais il est demandé au conseil municipal d'acter le montant forfaitaire. Donc on en parle dans le paragraphe, mais ce qu'on vous demande, c'est d'acter les modalités de calcul du montant forfaitaire. 40 plus 40. 40 plus 40. D'autres questions? Donc c'est le montant habituel. L'année dernière, on était déjà à ce montant-là, Sarah, hein? Oui, c'est ça. C'est le même montant qu'habituellement. Bah, tu portes aux voix, vas-y, je te laisse. Bon, je porte aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci Sarah. Point suivant. Oui. Alors, pour la régulation et l'avance de subventions aux coopératives scolaires. Pour rappel, le budget de la Caisse des écoles a été mis en sommeil et l'ensemble des dépenses ont été transférées sur le budget de la commune à compter de l'exercice 2024. La codification des dépenses en services école élémentaire et école maternelle permettent de conserver un regard analytique sur les dépenses afférentes aux établissements scolaires. Au titre de l'année 2025, un versement complémentaire de 440 € est à réaliser sur la coopérative scolaire maternelle. En effet, la délibération numéro 12-2025 du 27 mars 2025 prenait en compte un effectif de 150 élèves et n'incluait pas la mise à jour des effectifs au 1er septembre, c'est-à-dire 161 élèves. Au titre de l'année 2026 et afin d'assurer aux coopératives scolaires une trésorerie suffisante pour couvrir leurs dépenses avant le vote du budget primitif 2026, la commune doit délibérer pour permettre le versement d'une avance. Celle-ci représente 50% du montant des subventions versées en 2025, hors subvention exceptionnelle par la commune aux coopératives, soit une avance de 6 840 € pour l'école élémentaire, 50% de 13 680 €, 342 élèves x 40, et une avance de 3 220 € pour l'école maternelle, 50% de 6 440 €, c'est-à-dire 161 élèves, multipliés par 40 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le complément de subvention 2025 au profit de la coopérative scolaire maternelle et le versement de ses avances 2026. Micro, oui, merci. Faire la même réflexion que l'année dernière, c'est-à-dire que je suis contre la mise en sommeil du budget directement à la Caisse des écoles, que je rappelle qu'au bout de 3 ans,
la caisse des écoles disparaît, et moi, ça me paraît tout à fait anormal. Donc je voterai parce qu'effectivement, amener des subventions, mais je rappelle quand même que c'est plus important d'avoir cette ressource directement à la caisse des écoles. Alors, la ressource, enfin, l'argent continuera d'être versé, on est bien d'accord, et il n'y aura pas de... Mais normalement, il n'y a pas de problème. C'est noté, ça avait été dit l'an dernier déjà, mais décision a été prise donc de mettre en sommeil. Ça a été précisé, la codification des dépenses sera parfaitement tracée. Il ne s'agit pas de noyer la caisse des écoles dans quelques budgets différents ou de lui tordre le cou. Il s'agit d'être pragmatique, de s'adapter aussi au temps moderne qui fait qu'on a du mal à trouver des gens qui viennent aux réunions, parce que des gens qui s'engagent, qui veulent venir, c'est compliqué. C'est de la réunion, c'est du temps de travail. Et les discussions sur tous ces versements-là, tous ces budgets-là seront faites au cours des conseils d'école. Donc les débats auront lieu de toute façon. Mais simplement, il n'y aura pas de caisse des écoles qui se réunira en tant que telle pour discuter de ces choses-là. Juste simplement rappeler que la caisse des écoles, c'était 2 réunions par an. C'était pas Le conseil d'école ? Oui, la caisse des écoles. Non, la caisse des c'est écoles. 3. Ouais, 3. Simplement pour dire que une fois que la caisse des écoles aura disparu, vous n'aurez plus l'obligation, effectivement, de tracer l'argent. On n'aurait plus l'obligation de tracer de l'argent ? Bah si. Ben non. Bah, ça sera forcément bien tracé dans les comptes de la commune. On ne va pas faire... Pas pour les écoles. Bah si, bien sûr que si. Bon, en tout cas, on peut toujours être malhonnête et vouloir faire des choses pas claires, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de... Je vois pas en plus ce qu'on pourrait faire de mal aux écoles et aux coopératives scolaires. Pas nous prêter des envies, des sentiments ou des idées nauséabondes comme ça. C'est du pragmatique et c'est de l'organisation différente. Exprimer un point de vue, ce n'est pas exprimer des idées nauséabondes. C'est comme ça que je le perçois comme ça, puisque on perçoit on voudrait cacher quelque chose. C'est pas le cas. C'est pas ce que je dis. Je dis que c'est un peu ça. Quand une fois que la caisse des écoles aura disparu, au bout de 3 ans, vous ne serez plus obligé de tracer les sommes comme c'est tracé dans le cadre de la caisse des écoles. Elles seront forcément notées dans des comptes. Je ne dis pas qu'il y a de la malhonnêteté derrière. Je dis qu'il n'y aura plus la même obligation. Ça sonne malveillant, comme si on voulait cacher quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Ce sera tracé, ce sera fait, et ces dépenses sont forcément dans les comptes, et au niveau analytique, on les ressortira. Je redis, c'est pas moi, ce que je dis. Je trouve que... Oui, Sylvie. Ce qui est important, voilà, Change de micro, s'il te plaît, parce que celui-là... Oui, je dis celui-là marche bien, celui-là. Je disais juste que c'est beaucoup plus transparent, parce que là, en fait, tout le monde sait comment sont distribuées les sommes. Moi, j'ai participé pendant des années à la caisse des écoles, alors que mes enfants avaient 20 ans, parce que les parents ne viennent pas. Et je l'ai fait pendant des années. Alors en fait, ça se fait entre 10 personnes qui sont informées, et finalement, au conseil municipal, au moins là, on en parle. Au moins, c'est dit clairement. On sait combien on donne par enfant. Hein. Moi, je n'entends aujourd'hui que ce que j'ai déjà entendu par ailleurs dans ces réunions-là. Ben, au moins, le virement, il le sait. Les comptes rendus de la caisse des écoles sont publics puisque c'est une structure publique. Oui, mais ça n'empêche que les gens discutent entre eux et ça n'a rien changé. En général, ils venaient nous voir et ils nous disaient, voilà, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Donc là, c'est pareil, ils font leur doléance auprès de la commune et ils obtiennent en général de ce dont ils ont besoin, en fait. L'idée, c'est pas que les petits virements, ils aient pas ce qu'il faut. Hein. Bon, c'est une organisation différente qui a été choisie. Vous ne partagez pas cette vue-là. C'est votre droit le plus absolu. T'as porté au vote ou à moins qu'il y ait d'autres interventions ? Vas-y. Ça marche pas. Alors, je porte au vote, pardon. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des contre ? Unanimité. Merci, Sarah. Alors, les points 4 et 5 sont donc reportés au prochain conseil municipal. Point numéro 6, les dépenses imputées au compte 62-32, fêtes et cérémonies. Donc, selon le décret 2022 du 23 mars 2022, qui fixe la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales exigées par le comptable quand on émet des mandats de paiement émis pour nos dépenses, il est demandé aux collectivités de préciser les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 62-32, fêtes et cérémonies.
On doit pouvoir justifier auprès du trésorier de l'utilisation des fonds publics par une délibération de principe qui détaille les principales caractéristiques des dépenses à mandater à ce compte, puisque par nature, c'est un compte qui prend beaucoup de dépenses diverses. Son caractère est imprécis. Donc on précise là quelles sont les dépenses qui seront autorisées à imputer au compte 6232. D'une manière générale, c'est l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies, décorations, frais de blanchisserie, prestations, cocktails servis lors de manifestations officielles, inaugurations, commémorations, réunions publiques, cérémonies, vœux ou autres. Les fleurs, bouquets, gerbes, gravures, médailles, drapeaux, coupes, plaques et présents offerts à l'occasion de divers événements comme lors de naissance, mariage, décès, départ, manifestations sportives, culturelles, économiques, jumelage qui n'est pas noté, réception officielle. Le règlement de factures de société ou troupe ou tout intervenant et autres frais et droits liés à ces prestations, les frais d'annonce, de publicité, de communication liés aux manifestations. Je ne sais pas si c'est plus précis que ce qu'il y avait avant, mais en tout cas, c'est noté. Hors cadre des dépenses affectées au compte 6232 fêtes et cérémonies, les frais de réception seront imputés au compte 6234 réception, à l'exception des frais de repas d'affaires et de mission, qui, ne pouvant être rattachés à une réception organisée par la ville, seront imputés au compte 6238. Donc c'est l'écriture demandée par le comptable. C'est pas très passionnant, mais ça doit être fait. Est-ce que ça appelle des questions sur ce point numéro 6? Des oppositions? Des votes contre? Unanimité pour tout le monde? Merci. Oui, mais il faut répondre avant que je dise que le point est clos, monsieur Bignolet, s'il vous plaît. Soyez attentif. On va s'en sortir. Cependant, je vous donne la parole, je vous écoute. Oh, c'est adorable. C'est gentil. Hein. Est-ce que la réception pour les pompiers est dans ce genre de chapitre? Je sais pas, oui, probablement. Alors, redescendons les différentes manifestations officielles, inauguration, commémoration, réunion publique, cérémonie, oui, cérémonie, donc pourquoi pas? Cérémonie. Et donc il y a un détail, vous avez le coût? Il y a un détail, oui, forcément, il y a un détail, il y a forcément des factures. Je ne veux pas vous sortir la facture maintenant, là, je peux pas. Hein. Ni le coût d'ailleurs, je ne l'ai pas en tête. Mais... Bon, donc la prochaine fois alors. La prochaine fois, avec plaisir. Les points suivants, point 7, la modification du tableau des emplois. Nous passons aux ressources humaines. À l'école de musique, il est proposé de modifier le temps de travail des enseignants pour tenir compte de la volumétrie des élèves dans chacune des spécialités. On a des professeurs de musique, mais chaque année, les élèves qui se présentent pour jouer de tel ou tel instrument ne sont pas en nombre identique, évidemment. On propose pour la flûte une augmentation de 4/20 vers 5/20. Au niveau de la guitare, une réduction de 9/20 vers 7/20. Et au niveau clarinette saxophone, une réduction de 5/20 vers 3,5/20. Pourquoi 20e? Parce que c'est le temps de travail des professeurs de musique devant les élèves par semaine. C'est 20 heures max, c'est ça. Si tu veux... Non, c'est bon. Tu aurais pu faire le point d'ailleurs. Oui, c'est de la RH. Les missions de musiciens intervenants sont aujourd'hui réalisées par 2 agents. Aussi, il est proposé de scinder l'actuel unique poste à 6/20 en 2 postes à hauteur de 3,5/20 et 2,5/20. Pour faire suite à la fin de contrat de la secrétaire de l'école de musique et la dernière modification du tableau des emplois au conseil municipal du 24 novembre dernier, création d'un binôme sur les fonctions communication, association, événementiel, il est proposé de transformer le poste de secrétariat temps complet en poste à temps non complet, soit 22 heures par semaine. Une annualisation du temps de travail a été faite pour tenir compte de la période des inscriptions des fermetures de l'établissement, puisque l'école de musique n'a pas la même intensité et la même fréquentation en son sein selon les différentes périodes de l'année. Pour le service enfant-jeunesse, cette fois, il est proposé de modifier l'intitulé du service de la manière suivante: service scolaire enfant-jeunesse pour chacun des postes concernés. Juste une question. Moi, je pense que c'est du temps partiel. Donc, on propose 2 temps partiels. On parle de quoi? L'école de musique, le poste de secrétariat. Oui, on est d'accord, c'est du temps partiel. Est-ce qu'on a le droit d'annualiser le temps de travail annuel sur du temps partiel? C'est des gens qui sont titulaires ou ils sont contractuels? Là, c'est contractuel. Là. Donc, ils ne sont pas titulaires. Donc, est-ce que vous pensez vraiment qu'on a le droit d'annualiser le temps de travail de contractuel avec du temps partiel? Alors, l'offre d'emploi va être publiée, donc je ne peux pas encore vous dire quelle est.
l'offre d'emploi va être publiée, donc je ne peux pas encore vous dire si le candidat sera titulaire ou contractuel d'abord. Et ensuite, oui, vous pouvez annualiser le temps de travail, même avec du temps non complet. Vous pouvez faire un cycle de travail différent sur l'année, oui. Sur la fonction publique, c'est possible ça? Oui. Ok. Parce que dans le privé, c'est strictement interdit. Donc c'est pour ça Oui, que oui, c'est possible. D'accord. Et dans quelles conditions que ça se négocie avec l'agent? Dans quelles conditions? L'offre d'emploi stipule que c'est du temps non complet et annualisé, et on présentera le calendrier d'annualisation. D'accord, donc on ne l'a pas aujourd'hui. On ne sait pas si c'est un moment, ça va être 15 heures par semaine ou 42 heures. On l'a fait, donc je pourrais vous le communiquer si vous le souhaitez. Oui, moi, à titre personnel, ça m'intéresserait, oui. Merci Céline pour votre réponse. Est-ce qu'il y a une autre intervention sur ce point? Je le porte aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? OK pour tout le monde, pour le reste? Favorable, merci. Le point numéro 8 concerne le compte épargne temps. Pour faire suite au CST du 24 novembre 2025, au Conseil municipal du 27 novembre et au CST d'il y a 3 jours du 9 février, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur l'élargissement des modalités d'alimentation du CET en ajoutant aux délibérations déjà prises les jours de repos compensateurs qui sont liés aux interventions effectuées pendant une période d'astreinte ou dans les heures supplémentaires. Comme échangé au CST du 9 février, un comparatif a été réalisé par les services sur les coûts heures supplémentaires payées par rapport aux jours CET indemnisés. Sur les chiffres 2025, le total des heures supplémentaires a eu un coût pour la commune de 104 698 € pour 4 659 heures de travail, soit l'équivalent de 666 jours. Sur la base, si on prend cette base de jours de travail payés en heures supplémentaires en 2025 de 666, sur la base maintenant du forfait CET, si on vote ce point, la dépense pour la commune sera à hauteur de 56 657 €, soit un gain non négligeable pour la commune. Le point a été validé par le CET du 9 février, du CST, pardon, du 16 février. Par ailleurs, le décret numéro 2025 du 26 novembre ouvre la possibilité de recourir au plafonnement du nombre de jours indemnisables épargnés dans un compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à se faire indemniser la totalité de ces jours. On a une possibilité de plafonner ces jours indemnisables. Et après consultation du CST, nous pouvons déterminer un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation. Le CST du 9 propose un plafonnement à hauteur de 25 jours par an avec une clause de revoyure dans 2 ans. Et la provision CET au budget intégrera ce plafonnement. Quelles sont les répercussions? Vous avez là les agents concernés. Donc en catégorie A, les montants bruts par jour sont les montants officiels, bloqués. Pour une catégorie A, c'est 150 € par jour. Un agent est concerné. Nombre de jours épargnés, 60. Et nombre de jours monétisables serait de 45, soit un montant de 6 750 €. Des catégories B, c'est 100 € par jour. 2 agents concernés, vous avez les chiffres. Catégorie C, c'est 83 € par jour. 19 agents concernés. Et vous avez le chiffre, soit une dépense globale de 11 979 € de montant valorisable, monétisable. Et au niveau du CCAS, y a pas on vous l'a mis pour indication, mais il n'y a pas d'impact sur le budget. Donc l'idée, c'est de vous demander d'accepter de fixer le plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation, mais aussi d'introduire dans le compte épargne-temps cette possibilité d'y ajouter les heures supplémentaires et les astreintes. Donc deux points à valider. Est-ce que j'ai été clair ou confus? Ou est-ce que vous dormez? Pas de questions, je porte aux voix. Qui est contre l'élargissement du CET? Pas d'opposition, pas d'abstention. Vote pour. Alors, 1, 2, 3, 4 abstentions.
Il y a des pouvoirs? Non, pas de pouvoir. Abstention? Non, c'est bon. Il n'y a pas de pouvoir hein, chez vous là. Donc 4 abstentions et le reste vote favorable. Merci. Et le plafonnement, oui, on a voté pour les deux là. Hein, on est d'accord, on a voté pour 2 points. Et l'introduction des heures d'astreinte et des heures supplémentaires dans le CET et le plafonnement des heures valorisables. Hein. C'est ça qu'on a voté. Point numéro 9, signature de la convention avec le département. Pascal, à toi la parole. Alors, l'école municipale de musique Camille Saint-Saëns est engagée de façon récurrente et depuis de très nombreuses années, je crois que ça fait environ 20 ans, dans le projet départemental et biannuel En Scène. Ce projet a pour but de développer des pratiques collectives par la mutualisation des ressources des écoles du territoire. 7 conservatoires et écoles seraient mobilisés pour le projet En Scène 2026. Sarcelles, Gonesse, Goussainville, Fos, Marly-la-Ville, Viarmes et Persan. L'objectif partagé est la conception et la réalisation d'un projet artistique concerté en associant une centaine d'élèves, dont 5 instrumentistes de l'école de musique de Viarmes, des professeurs et des artistes professionnels. Après de nombreuses répétitions, il aboutira à la création et à la restitution d'un concert, un concert qui piochera dans le répertoire contemporain et dans les musiques du monde. C'est une initiative enrichissante et fédératrice. Ce projet concernera aussi donc une des professeurs de l'école de musique Camille Saint-Saëns, qui sera référente. Vous la connaissez sans doute. Il s'agit de Sylvie Berland, et pour laquelle le département prendra en charge la rémunération pour sa participation le jour du concert, que ce soit pour les répétitions ou le spectacle. Il y aura de plus 2 autres répétitions en tutti, ce qui représente à peu près 6 heures au total. Madame Berland et la directrice de notre école, c'est-à-dire Corinne Ferron, agiront dans le cadre de leur mission, dans le cadre du suivi pédagogique. La ville bénéficiera donc à nouveau de la visibilité de l'événement grâce à l'investissement de 2 de ses agents. Le concert est programmé le dimanche 14 juin. Il aura lieu à l'auditorium de Persan. Il vous est donc proposé d'autoriser la signature de la convention avec le conseil départemental du Val d'Oise. Est-ce que vous avez des questions? Je porte aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Je ne vois rien, donc merci. Merci Pascal. Point 10, l'adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine. La parole est à Michel. Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique par le décret du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine, organisme privé indépendant à but non lucratif, a pour mission d'intérêt général de promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine national et plus particulièrement du patrimoine non protégé par l'État au titre des monuments historiques. L'action poursuivie par la Fondation du patrimoine s'inscrit au service du développement local durable en soutenant la création d'emplois ainsi que la formation et l'insertion professionnelle des jeunes et en favorisant la transmission des savoir-faire traditionnels. La Fondation du patrimoine veille, dans l'accomplissement de ses missions, à mobiliser les énergies privées, entreprises, associations, particuliers, susceptibles de s'investir en faveur de la cause de la sauvegarde du patrimoine et travaille en étroit partenariat avec les collectivités territoriales et les services de l'État. Depuis 1999, la Fondation du patrimoine développe le mécénat populaire par l'organisation de collectes de dons dédiés à la sauvegarde,
ou à la mise en valeur du patrimoine bâti, mobilier ou naturel appartenant à des collectivités ou à des associations. Elle encourage les initiatives développées par les porteurs de projets pour stimuler la mobilisation de la population et du tissu économique local. À Viarmes, une collecte de dons a été lancée avec la Fondation du patrimoine le 4 juillet 2024. Cette collecte ayant rencontré un franc succès, la Fondation du patrimoine a décidé d'attribuer une première aide financière complémentaire de 3 325 € destinée à soutenir le projet de sauvegarde de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Viarmes et une deuxième aide financière d'un montant de 20 000 €. Eh bien, à ces deux premières aides s'ajoutent les deux suivantes de 14 000 € et 7 000 € qui vont être votées. Et pas qui viennent d'être votées, c'est qui vont être soumises au vote. Afin de soutenir l'action de la Fondation, il est proposé au Conseil municipal d'adhérer à la Fondation du patrimoine pour l'année 2026 et la cotisation est d'un montant de 500 € correspondant au tarif appliqué aux communes de moins de 20 000 habitants. Alors tout d'abord, y a-t-il des questions ? Alors s'il n'y a pas de questions, est-ce que tout le monde est d'accord pour que la ville adhère comme l'année dernière à la Fondation du patrimoine ? Qui est pour ? Y a-t-il des abstentions, des contre ? Non. Ah, oui. Micro, s'il vous plaît, bien devant. Approchez-le parce que les gens n'entendent pas. Pour les travaux de l'église et la seconde tranche des murs, est-ce que vous avez contacté la sauvegarde de l'art français ? Non. Non. Pas encore. Pas encore. Ça peut être 20 000 € aussi. C'est avec eux qu'on avait déjà discuté et ça n'avait pas fonctionné, c'est ça hein ? Oui, parce qu'ils n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas compris que le clocher, historiquement, était aussi assez vieux et que ce n'était pas que la partie 19e qui devait être restaurée. Oui, parce qu'on avait passé du temps à faire un dossier pour au final... Mais si vous ne voulez pas d'argent, demandez pas. Hein. Ah, si, on en veut. Tout ce que je vous ai dit depuis 2 heures, on en veut. Donc pourquoi pas, je sais pas, il y a quelque chose de prévu là-dessus ? Oui, ok. Visiblement, c'est dans l'idée de Madame la Directrice Générale des Finances. Point 11, Michel, tu continues ? Oui. Ça a été voté ? Oui, ça a été voté. Oui, ça a été voté à l'unanimité. Merci. La Fondation du patrimoine propose la signature de 2 conventions qui ont pour objet de définir les conditions et modalités d'attribution des 2 aides financières complémentaires destinées à soutenir le projet de sauvegarde de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Viarmes, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la ville de Viarmes. Alors, une première aide d'un montant de 14 000 € provenant du niveau national et une seconde d'un montant de 7 000 € provenant de la délégation départementale du Val d'Oise. Pour mémoire, une campagne de collecte de dons a été lancée par la Fondation du patrimoine, signée donc le 4 juillet 2024, et ce soutien vient saluer le dynamisme de l'appel aux dons qui est conduit par la commune. Les travaux de restauration, complétés et modifiés le cas échéant, selon les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France ou le conservateur régional des monuments historiques, tel qu'approuvé par la Fondation du patrimoine, ci-après dénommé programme de travaux, seront décomposés en plusieurs tranches. 1. Restauration du clocher de l'église pour un montant de dépenses de 1 254 943 hors taxes. Et 2e, restauration des façades de l'église pour un montant de dépenses de 1 100 933 000, toujours hors taxes. Le coût du programme s'élève donc à 2 3
356 876 € hors taxes. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer ces 2 conventions de financement. Y a-t-il des précisions sur ces allocations qui nous ont été donc données, l'une par le national et l'autre par le Val d'Oise? Oui, donc moi des félicitations à t'adresser à toi, Oui, parce que merci. c'est grâce à ton entre-gens que tout ça a Oui. vraiment été un véritable succès. Tout Tu à brilles, fait. tu brilles dans ces Oui. discussions et le résultat est effectivement très positif. Merci et bravo à toi pour le travail en tous les cas. Merci. Y a-t-il des abstentions, Non, on peut des remercier, oppositions? on peut remercier aussi tous les donateurs. Alors tout à Aussi. fait, ils sont aujourd'hui, et c'est en ça que le patrimoine est très sensible, c'est qu'aujourd'hui on est à peu près 160 donateurs. Ce qui est beaucoup si on compare à d'autres villes qui, pour leur église, ont signé une convention. Nous avons largement dépassé la somme que nous nous proposions d'obtenir, qui était de 45 000 en 3 ans. Et nous avons quasiment le double. Elle est aujourd'hui d'à peu près un peu plus de 80 000 € en 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Très bien. Qui vote pour, donc? Voilà, je vous remercie. Merci Michel. Point numéro 12, la modification des statuts du CIECAO. Initialement mis Daniel Dess comme rapporteur, mais c'est Sylvie Bokobza qui s'y colle, puisque tu sièges au CIECAO. Alors, par courrier, oui, j'ai siégé tout à l'heure là. Par courrier du 6 janvier 2026, le CIECAO présentait le projet de modification de ses statuts qui prend notamment en compte, conformément à l'article L.5216-7 du Code général des collectivités territoriales, l'intégration au CIECAO de la communauté de communes Senlis Sudoise en représentation, substitution des communes de Pontarmé et Thiers-sur-Thève. Le conseil municipal de Viarmes dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur la modification envisagée des statuts du CIECAO. Le projet de statut du CIECAO est consultable au secrétariat général et précise que la communauté de communes Senlis Sudoise est substituée aux communes de Pontarmé et Thiers-sur-Thève. La communauté de communes Senlis Sudoise dispose d'un nombre de délégués titulaires et suppléants égal au nombre de délégués dont disposaient les communes membres. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de statut du CIECAO tel qu'il résulte de la délibération numéro D3-12-2025 du CIECAO en date du 11 décembre 2025. Voilà, donc c'est un changement de statut pour une évolution de 2 communes qui sont sous un autre format en fait. Des Donc, questions il y a des questions? avant le vote, si possible? Oui, Bah c'est mieux. C'est pas évident. Moi, j'ai pas eu le temps d'aller consulter le document. Il concerne en quoi ce document? Cette évolution? En fait, c'est une évolution. En fait, c'est 2 communes qui n'appartenaient pas, qui étaient juste enregistrées dans le syndicat individuellement. Et là, en fait, elles sont recensées dans une communauté de communes Senlis Sudoise. D'accord. Donc, le CIECAO est obligé de modifier ses statuts pour les transformer intégrer. l'adhésion en fait des 2 communes. D'accord. Simplement, le CIECAO s'assure à chaque fois. Il ne peut pas l'exiger, mais il le demande fortement qu'à chaque fois, les communes soient représentées par des délégués, les délégués soient représentatifs de chaque commune quand même. Et c'est ce qui était le cas et c'est ce qu'il a précisé là. Ok. Voilà, est-ce que c'est clair pour toi? Très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Sylvie. Tu continues avec le point 13 pour les barrières agricoles. Alors, signature de la convention de mise à disposition de barrières agricoles de protection. Dans le cadre de sa compétence optionnelle soutien aux communes pour les opérations de nettoyage, notamment de lutte contre les dépôts sauvages et de mise en valeur de l'environnement, la communauté de communes Carnel Pays de France a lancé une démarche de lutte contre les dépôts sauvages. Cette démarche, amorcée en 2019, s'est traduite par un plan d'action et de mesures qui se sont mises en place progressivement: installation de caméras de chasse, de panneaux signalétiques, création d'une brigade environnement avec enlèvement de déchets non dangereux,
d'un volume de moins de 5 mètres cubes, recours à un prestataire pour retirer au plus vite les premiers dépôts sauvages signalés, partenariat avec le département du Val d'Oise et la région Île-de-France, organisme financeur des actions menées sur terrain, expérimentation de logiciels détectant les dépôts sauvages, etc. Dans la continuité de l'ensemble de ces actions et au regard de groupes de travail et de concertation constitués avec les agriculteurs, il a été convenu d'agir plus efficacement en maîtrisant davantage les accès à certains chemins ruraux, sujets à des dépôts sauvages de manière récurrente, par la pose de barrières agricoles harmonisées sur le territoire intercommunal. 9 communes membres de la communauté de communes, dont la commune de Viarmes, se sont portées volontaires pour mettre en place cette action, en localisant 25 sites afin de mailler le territoire d'est en ouest et du nord au sud. Des panneaux signalétiques exposant les risques, amendes encourues en cas de dépôt sauvage seront également apposés aux abords des barrières afin de coupler les mesures préventives et de sensibiliser à la mesure curative. Le matériel mis à disposition de la commune de Viarmes intitulé « Barrières de protection avec panneaux dissuasifs » dans le présent document est constitué de 5 barrières de protection avec cadenas dont l'installation est incluse, de 5 clés de cadenas et de 5 panneaux portant l'inscription « Dépôt sauvage interdit ». Une participation communale ascendante sera sollicitée au prorata du nombre de barrières installées en tenant compte des subventions notifiées puis perçues et du reste à charge minimum de 20% du montant hors taxe imposé à la commune. Alors, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Donc, en fait, le reste à charge pour la commune n'est pas de 25%. En fait, il est de 5% pour la commune et la communauté de communes va payer les 20%. Et en fait, les 75% sont payés par des subventions qu'ils vont percevoir. Voilà. Et donc, nous en fait, ça ne va pas s'élever à 4 810 €. Ça va s'élever à beaucoup moins que ça. Ça va s'élever à 5%. Tu vois le chiffre, Sophie? Voilà. Important Combien? le PV, hein. À peu près, quelque chose près. Voilà. Donc, voilà. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son remplaçant, en cas d'empêchement, à signer la convention de mise à disposition de barrières agricoles avec la communauté de communes Carnel Pays de France. Est-ce qu'il y a des questions? Reste à les fermer maintenant. Oui, alors en fait, il y a eu un gros travail de la commission environnement où on a reçu tous les, on a des référents agricoles pour chaque territoire. Et on a rencontré dernièrement, ça fait 2 ans, qu'il y a une réunion avec les agriculteurs du secteur et on apprend pas mal de choses d'ailleurs. On apprend beaucoup de choses sur notre territoire en rencontrant les agriculteurs qui ont une visibilité beaucoup plus élevée que la nôtre du haut de leur tracteur. Laurent? Oui, j'ai une réaction. S'agit-il des barrières blanches que l'on voit à l'entrée des chemins entre les champs, parce qu'il y en a déjà en place, donc c'est une très bonne décision, une très Si bonne elles sont mesure. fermées, on est d'accord. Mais elles sont souvent ouvertes et elles restent ouvertes. Je les vois jamais fermées. Donc, est-ce qu'il y aura un contrôle pour voir En que c'est fait, bien condamné? il y en a 4 qui ont été installées, 2 qui ont été installées là-haut. Vous pouvez en voir une. Pour l'instant, elles sont ouvertes au rond-point de la gare, hein, sur votre droite. Et en fait, elles sont en bois extérieurement, mais à l'intérieur, c'est du métal. Donc, c'est fait pour pas justement être tronçonné. Donc, il y en a une qui a été installée en haut du Bois des Forges et une tout au bout de la rue de Verdun, au début du Bois des Forges. Donc, ça a été concerté évidemment avec un particulier qui est juste après, mais qui a une clé justement, parce que là, par exemple, il n'y a pas d'agriculteurs concernés sur ce bois. C'est pour éviter qu'il y ait des dépôts au moins sur ce chemin. Et il y en a 2 autres qui sont situés. Alors, on en a 2, nous, qui sont situés sur là où il y a le camping. En fait, donc c'est sur Asnières, parce que comme Asnières n'a pas participé au projet, bien, on a isolé le bois d'un côté et de l'autre, et forcément, du côté asniérois, en fait, on a financé, nous, la 2e barrière. Parce qu'on n'avait pas d'autre choix, sinon on se retrouvait avec des dépôts qui rentraient de l'autre côté, en fait. Oui? Oui, petite question au sujet de la brigade environnement, ça sera qui? Non, c'est une brigade qui existe déjà. Alors, création d'une brigade environnement. Non, c'est... En fait, oui, enfin, c'est dans leur projet, mais en fait, ils ont déjà mis en place... les gens du service entretien, dans les personnels techniques de la communauté de communes, il y a déjà 2 personnes qui interviennent
Alors, ça concerne surtout les toutes petites communes, parce que sur Villiers-de-Sec, par exemple, ils n'ont pas de personnel. Encore. Oui, ben, je sais bien, mais en fait, c'est le principe de la mutualisation des moyens, n'est-ce pas? Oui, mais Viarme n'en profite pas, visiblement. Alors, Viarme n'en profite pas. Alors, Viarme profite quand même des tarifs qui ont été négociés avec l'entreprise qui intervient sur les dépôts comme de l'amiante, où en fait, même nous, on ne peut pas intervenir. Donc, on a accès à ces tarifs-là. Donc la brigade environnement, elle n'est pas pour nous. La brigade de l'environnement, en fait, je pense que dans le futur, si on veut vraiment financer une vraie brigade de l'environnement, il faut mettre d'autres moyens que ça. Ah oui, non, mais bon. Mais ça, c'est pas... En fait, ça, déjà... je comprends bien. Voilà, mais c'est déjà, ils Y a mettront pas pas les moyens, en ils fait. mettront pas les moyens. C'est comme les caméras pour filmer les dépôts sauvages. Je pense pas que les gens iront mettre des dépôts sous les caméras. C'est un leurre. Non, ça fonctionne parce qu'on l'a déjà fait. On a réussi à attraper des malandrins. Ils sont bien bêtes. Le problème, c'est Ils sont bien bêtes, je veux dire, de mettre des dépôts sous la caméra. Non, mais ils les détectent pas forcément. Oui, d'abord, il ne détecte pas forcément. Et puis, c'est efficace seulement si les caméras sont reliées à une application qui déclenche le signal en direct pour que les policiers municipaux aient en direct sur les Oui, il faudrait qu'on puisse verbaliser en même temps qu'on voit sur les caméras. C'est compliqué. Il n'y a pas d'autre secret. Hein. Et il y aura combien de caméras à Viarme? Il y en a déjà. On en a... combien on en a? On en a déjà, 4. Mais on va peut-être pas On dire déjà. où est-ce qu'on les a mis. Bon, après, moi, depuis le début du mandat, Laurence, tu participes à la commission environnement régulièrement et tu sais à quel point c'est compliqué. Celle dont tu parlais tout à l'heure, ça me dit rien. Comment? Celle dont tu parlais tout à l'heure, qui a réuni tous les acteurs, etc. Oui. En fait, c'est la dernière. Ça s'est passé à l'Interco, peut-être? Non, ça s'est passé à Bellefontaine. Je peux répondre à ta question sur le nombre de caméras. Alors, sur la ville, il y a 22 mâts. 22 mâts qui correspondent à 38 caméras. Qui fonctionnent? Non, pas toutes. Et ça a été... il y a une vérification qui a été faite il y a très peu de temps, je crois. Excuse-moi, tu parles des caméras concernant les dépôts sauvages? C'est de non, celle-ci que je parlais des caméras totales. Non, moi je parle précisément de celles concernant les dépôts sauvages. Je ne parle pas des caméras globales. Il n'y a pas eu de caméra installée sur Viarme pour les dépôts sauvages spécifiquement par la communauté de communes. On est bien d'accord avec ça. Les autres caméras, on sait qu'elles ne fonctionnent pas. Je parlais de celles dont parle Sylvie. On en a. S'il y en a quelques-unes, c'est nous qui les avons installées, mais la communauté de communes ne s'en est pas occupée. Ça, on est bien d'accord avec ça. C'est les nôtres, à nous. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci Sylvie. De ce côté-là, on est bien d'accord. Après, on voit bien, le projet a été initié en 2019. Nous sommes en... Voilà. Quand on voit un peu la complexité pour mettre en place un projet un peu collectif, c'est déjà très compliqué. Et après, là, d'avoir travaillé avec les agriculteurs, c'est une bonne chose parce que déjà, on est en confiance avec eux, on discute avec eux, on a échangé avec eux. Ils nous expliquent aussi, parce qu'on a respecté aussi leurs demandes. Les barrières, au départ, qui devaient faire 3 mètres, on fait 5 mètres pour pouvoir laisser passer les véhicules. Et il faut que alors nous, on est moins concernés, mais dans des endroits comme Bellois ou à côté de Gamevert, où après on s'en va sur Mafflier, où là il y a un vrai désastre environnemental quand on passe par là. On a aussi, en fait, la réunion, elle concerne aussi tous les chemins qui vont être un peu réhabilités par la communauté de communes à moindre frais. Et parce que les agriculteurs sont concernés aussi, parce qu'eux, quand ils passent avec leurs camions, enfin avec leurs tracteurs, en fait, si les conditions climatiques sont problématiques, évidemment qu'il y a un travail qui doit se faire avec eux pour pouvoir combler les trous, etc. Donc c'est vraiment un travail collégial qui doit être fait. Et moi, je dirais même plus, même chez nous, c'est un travail collégial quand on voit un dépôt sauvage, de tout de suite l'identifier si on peut et de l'envoyer à la police municipale ou à la mairie, enfin d'envoyer la photo et de dire voilà, il y a ça à tel endroit, pour qu'on puisse être réactif le plus vite possible, quoi. Parce qu'on sait très bien qu'un dépôt sauvage appelle un autre dépôt sauvage. Voilà, donc pour les barrières, eh bien, merci Sylvie. Nous verrons, nous allons suivre si elles sont bien fermées et si maintenues bien fermées déjà. Je ne sais plus si ça a été porté aux voix. Non, on va porter aux voix maintenant. Les questions sont terminées. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, apparemment. C'est tout bon? Vas-y. Alors, qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. Merci Sylvie pour ta présentation. Point numéro 14. Je repasse la parole à Michel pour la convention France Régie. Le bulletin municipal de Sources-Viermoise est publié 3 fois par an et l'impression de ce magazine est entièrement financée par la publicité. Le démarchage et la régie publicitaire sont gérés par la société France Régie Édition. Cette convention arrivant à son terme pour 2025, il y a lieu d'en rédiger une nouvelle qui fixera les termes de la collaboration entre France Régie Édition et la mairie de Viarmes pour les parutions de l'année 2026. À ce stade, 3 parutions sont prévues pour l'année 2026, mars, juin, octobre, et dans la convention qui pourra être modifiée par avenant à la suite des élections municipales. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention établie avec France Régie en vue de l'édition des bulletins municipaux. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des oppositions? Alors, c'est à l'unanimité. Merci. Merci Michel. Dernier point de l'ordre du jour, le point 15, l'actualisation des délégations du maire. À la suite de la mise à jour des délégations en septembre 2025, les services préfectoraux ont relevé l'absence de conditions fixées par le conseil municipal concernant le droit de priorité. Pour être valide, cette délégation doit être encadrée par le conseil municipal. Qu'est-ce que c'est que ce droit de priorité? Il permet à la commune d'acquérir prioritairement des biens mis en vente par l'État ou des organismes publics, contrairement au droit de préemption qui s'applique aux transactions privées. Afin de répondre aux observations de la préfecture, il est proposé de fixer une limite financière à l'exercice de ce droit par le maire, compris entre 200 000 et 500 000 euros. En deçà de ce montant, le maire pourra agir avec réactivité. Au-delà, une délibération spécifique du conseil municipal redeviendra nécessaire pour chaque acquisition. Donc là, il faut fixer un chiffre, c'est ça? Entre 200 et 500, c'est ça? C'est ce qu'on propose? Voilà. Bon, c'est une question de des biens publics. On n'a pas d'exemple de choses comme ça. J'ai jamais entendu parler de ça, moi, de droit de priorité. C'est quelque chose de nouveau. On n'a pas rencontré ce cas-là. Donc, quels sont les montants de ces biens qui seraient mis en vente par l'État, des services publics? Comme ça, là, ça ne me parle pas. Donc, peu importe. Vu ma durée à tête de la ville, en plus. Donc, peu importe. C'est vous qui décidez. Qu'est-ce que entre 200 et 500? 500, ça veut dire que tout ce qui est en dessous de 500, le maire peut intervenir. Des oppositions sur 500? Oui, des oppositions. Alors proposez-nous un chiffre pour voir. À 0, c'est pas possible. Alors sur le principe, vous êtes contre. Bah alors on va faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on choisit tous là? 500 000 pour tout le monde en cas d'acquisition? Je propose 500 000. Donc, qui est contre? 4 contre. Pas d'abstention, si, peut-être. Merci. Alors, l'ordre du jour est terminé. Informations et questions diverses. Réponses aux questions qui nous ont été proposées par l'opposition. Puis, si vous avez classiquement des interventions à faire, vous les ferez dans la foulée. Première question, pourquoi le mur de l'étang n'a-t-il pas été nettoyé des deux côtés? Le mur a été fait côté rue et côté étang. Il faut, oui, donc voilà, le mur a été fait donc côté mur et côté étang, mais pour faire bien et complètement côté étang, il faut vider l'étang. Pour l'instant, ça n'a pas été possible et ça n'a pas été fait. Qui a posé la question? C'est vous, hein? Oui, parce que tu m'écoutes. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Le mur donc a été fait côté route et côté étang, mais sur la partie sortie de l'eau, il faut vider l'étang pour le faire bien, le terminer, et même reprendre les pierres qui sont parties, parce qu'il y a des pierres à reprendre. Tout ça, quelque chose qui doit être fait. La deuxième partie, c'est s'ils sont à la ville ou au syndic. J'imagine que c'est au syndicat, au CIMABI. La question. Syndic, c'est un syndicat.
Pour l'instant, on n'a pas de réponse. C'est une discussion qui a lieu avec le CIMABI pour savoir, parce que l'ouvrage lui-même est en gérance, en responsabilité du CIMABI, d'où l'intervention sur le mur du fond qui s'effondrait. Maintenant, il n'y a pas on n'a pas encore on a eu des discussions, mais on n'a pas conclu, on n'est pas allé au bout de la discussion sur à qui appartient le mur et les rambardes finalement. Parce que les rambardes, c'est nous qui les avons refaites dans le cadre de la rénovation de l'étang. De quand date la dernière réunion voisins vigilants? Combien de personnes y a-t-il dans le dispositif? Donc c'est quelque chose qui, malgré nos relances, Didier, tu compléteras ce que je dis si besoin. Alors pour que ça fonctionne bien, il faut un certain nombre d'acteurs volontaires autour de la table. Il faut d'abord les voisins vigilants qui souhaitent le faire. Il faut que la commune l'anime et il faut surtout aussi que la gendarmerie nous accompagne. Ça a été difficile pendant un certain nombre d'années parce qu'il n'y avait pas vraiment de volonté, sans préciser de quel côté, de développer voisins vigilants. Maintenant, c'est mieux perçu par tout le monde, vu les mouvements qui ont lieu à la gendarmerie. Et donc, c'est quelque chose qui doit être redéveloppé, remis en place. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui sommeille. Didier, si tu veux. Oui, là, on a essayé de mettre en place ce voisinage vigilant au début du mandat. On a commencé en 2021, me semble-t-il. On a voulu travailler avec la gendarmerie qui nous a tourné un petit peu le dos. Donc, on a décidé tous ensemble de faire un voisin vigilant un peu un interne, avec un référent qui était le chef de police. Et maintenant, ils sont deux, hein, Maxime et Florian, je crois. Pardon ? Maintenant, ils sont deux PM. Maxime et Florian sont référents. Ça s'est fait l'année dernière, ça. Mais au départ, c'était le chef de police. Et on avait voulu instaurer un WhatsApp, mais les gens qui étaient présents n'étaient pas forcément adaptés aux nouvelles technologies. Donc, c'était par mail, donc c'était référent, je vous l'ai déjà expliqué. La première année, on n'avait reçu aucune demande, il se passait rien en fin de compte la première année. Deuxième année, pareil, on faisait des réunions. Les réunions, mis à part parler, mon voisin tond son herbe à des horaires indécents, la voiture qui était mal garée, un peu stérile les réunions. Et après, on a abandonné. Et l'année dernière, le nouveau lieutenant de gendarmerie était partant pour travailler avec nous. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place pour le prochain mandat avec les prochaines personnes. Je faisais partie du groupe Voisins Vigilants. Je faisais partie du groupe Voisins Vigilants. D'ailleurs, j'ai même fait la formation avec Michel. Lorsque Abou avait lancé le dispositif, je n'ai jamais reçu depuis la nouvelle mandature, enfin cette mandature qui se termine, je n'ai jamais reçu une invitation à participer à quoi que ce soit. Je n'ai jamais reçu une demande de ta part. Non, mais je pense quand même que vous aviez un listing. Non, au début du mandat, le listing, il n'y avait plus rien du tout. En fin de compte, quand on est arrivé en 2020, il y avait zéro listing, rien. Il a fait tout redémarrer à zéro. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la communication. Et toi, j'ai jamais rien reçu. En tout cas, moi je redis que je faisais partie du voisin vigilant, j'ai fait la formation et pendant au moins 3 ans, régulièrement, nous avions des réunions. Donc je suis quand même assez étonné que là, j'apprends qu'il n'y avait pas du tout de listing des gens qui participaient au voisin vigilant. Il n'y en avait pas. Ça veut dire que Georges Abou est parti avec le listing. Je ne sais pas qui était avant moi, mais il n'y avait aucun listing. Si, c'est Georges Abou. Ok, question suivante. Faire un état de l'avancée des travaux à l'ex-gendarmerie. On en est à l'excavation des terres. Les gravats ont été enlevés. Excavation, ils sont en train de faire les sous-sols. Donc ils solidifient, ils avancent petit morceau par petit morceau pour protéger la route de Paris et les maisons environnantes, parce que c'est des maisons surtout celle qui est sur la rue de Paris, qui est ancienne et qui est protégée. Donc ils avancent petit morceau par petit morceau et ils font les murs de soutènement du sous-sol actuellement.
Voilà, pas de... C'est quoi ça, vous m'avez dit ? La grue, oui, la grue, elle arrive quand ? Fin février. C'est une grande grue pour... Vous étiez avec moi à la réunion, allez-y. C'est une très grande grue, les grandes grues comme qu'on était gosses, là, hein, pour continuer à avancer, pour commencer à monter, peut-être, pour commencer à monter, voilà. Mais il n'y a rien de plus à dire là-dessus, ça se passe correctement. Il y a évidemment les difficultés avec le fonctionnement, le passage incessant des camions, surtout par un temps comme en ce moment où il y a beaucoup de boue et beaucoup de choses comme ça, mais bon, ça se passe sans problème particulier. Le cadran n'est toujours pas protégé à l'église. Pour quand cela est-il prévu ? Donc ça, c'est Madame Misnard qui... C'est pas vous, là, cette fois-ci ? Vous abandonnez, vous ? Donc pour moi, il y a... Oui. Pas, mais on a bien évolué. Maintenant, il y a un banc qui est posé dessus. C'est de mieux en mieux. Bon, donc il est encore mieux protégé. Mais ce cadran, actuellement, il est protégé. Enfin, ça fait des dizaines d'années qu'il est aux 4 vents au sommet du clocher. Là, il est dans l'église. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas les intempéries qui m'inquiètent. C'est le vol, peut-être ? Ce sont des passants. Le vol, bon. Pour l'instant, il est là. On a évoqué le fait de le déplacer lui éventuellement, mais on a parlé d'autre chose aussi récemment, je crois, avec vous. Je ne sais plus, de mettre les clochetons et les cloches aussi, qui vont démonter pour les mettre aussi peut-être en valeur, on ne sait pas trop, peut-être dans le hall de la mairie. Il y a aussi les bois qui n'ont toujours pas été déplacés. Les bois n'ont pas été déplacés parce qu'il n'y a pas pour l'instant de volonté particulière. Et puis le cadran, écoutez, il est en protection actuellement. Vous voyez, il y a peut-être un risque qu'il soit volé, mais comme tout ce qu'il y a dans l'église, quoi, hein, ni plus ni moins. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions des élus pour l'instant, des adjoints, puis on fera le tour après si besoin. Michel. La parution de la source aura lieu vers le 2 et 3 mars. Elle a été réalisée dans des conditions un peu particulières aussi. Je voulais remercier les agents, les élus, ma commission, qui ont beaucoup contribué à la parution de ce dernier journal pour cette mandature. Merci Michel. Didier. Oui, je rappelle les hivernales qui vont démarrer le vendredi 27 février, donc du 27 au 1er mars. Manège, en bois, atelier pour les enfants, poney. Voilà, ça, sur 3 jours, donc ça commence vendredi 27 février. Mais la place sera bloquée avant pour le temps de montage. Hein. Le mercredi. Vacances scolaires. Moi, je tenais à remercier Jean-Marc Mills, qui est notre responsable des espaces verts, qui est venu faire un atelier samedi pour la deuxième année, un atelier de taille des fruitiers et taille des rosiers cette année. Et on a quand même une dizaine de Viermois qui sont venus et qui sont repartis contents. Donc, je vous invite chaque année à surveiller ce petit atelier qui vous est proposé gratuitement sur le côté de la mairie. Voilà, ça vous permet aussi de rencontrer notre responsable des espaces verts qui fait ça très bien. Merci Sylvie. D'autres interventions ? Pascal. Alors, je voudrais vous donner quelques dates d'événements dans les jours et les semaines qui viennent. Tout d'abord, le samedi 21 février, à partir de 18h30, vous avez une soirée disco roller avec le HRCV, le Hockey Roller Club de Viarmes. Ça se passera au gymnase. Le même jour, vous avez le loto de l'OVA, le loto de l'Olympique Viarmes-Asnières, à 20h30. Il se déroulera ici. Et encore le 21 février, un concert, Jazz au musée, proposé par l'association Pierre Salvi, avec un groupe qui était déjà venu jouer ici même, le groupe Cecilia & Co. C'est du rhythm and blues, mais là je crois qu'ils sont en petite formation et la chanteuse a une voix assez exceptionnelle. Ensuite, vous aurez le plaisir de pouvoir assister et visiter le Salon des Beaux-Arts qui aura lieu du 1er au 8 mars. Donc c'est de la peinture et de la sculpture par l'association des Beaux-Arts, la BAV. Cette année, il y aura environ 150 œuvres qui seront exposées. Donc ici, salle Saint-Louis.
Je voulais aussi enchaîner peut-être avec le 14 mars, puisque ce sera la Saint-Patrick, qui se déroulera également ici en salle Saint-Louis. Le 15 mars, il y a une autre manifestation au gymnase du collège, puisque ce sont les élections municipales. Et puis une dernière date, le 10 avril, c'est le concert de printemps de l'école municipale de musique, mais avec une formation un peu particulière, puisque là, c'est un concert qui est organisé en partenariat avec 2 autres villes, Saint-Leu-d'Esserand et Précy-sur-Oise. Et ils interpréteront le Gloria de Vivaldi et la cantate 18 de Bach. Donc ça, ce sera le 10 avril pour Viarmes. Et le 9 avril, ils seront à Saint-Leu-d'Esserand et le 11 avril à Précy-sur-Oise. Voilà. Cécilia, c'est le 21. Le 21 à 21h. De quel mois? Février. Février. Merci C'est Pascal. celui, c'est ça. Sarah? Oui, je voulais rappeler qu'il y avait Carnaval. C'est une animation par l'Enfance Jeunesse. Donc voilà, ce sera le 14 mars dans l'après-midi. Merci de venir nombreux. Merci Sarah. Intervention, tout le monde, plus d'intervention. Je clôt les débats. Nous nous revoyons le 12 mars pour le dernier conseil municipal du mandat qui sera consacré au vote du budget. Alors des discussions ont été menées pour savoir s'il fallait voter ce budget avant ou pas ou après les élections. Décision a été prise de le voter avant, d'abord parce que comme ça on pourra commencer dès le 13 mars à exécuter le budget nouveau. Il y a des dépenses qui attendent en ce moment, des menus dépenses, mais qu'on ne peut pas engager parce que le budget n'est pas voté. Et puis de toute façon, résultat, et la nouvelle équipe qui arrivera avancera par décision modificative et modifiera son budget, mais au moins il n'y aura pas d'urgence parce qu'un budget doit être voté avant le 30 avril. Donc s'il faut renégocier, rediscuter tout un budget, c'est compliqué d'avoir des chiffres, des choses comme ça. Là, il y a un budget qui sera voté et seront engagés les menus dépenses nécessaires qui ne peuvent pas attendre, tels que la voirie, le bail voirie par exemple, pour boucher les trous. Et puis la nouvelle équipe fera son affaire en passant par des décisions modificatives. Merci à toutes et tous, bonne soirée et au 12 mars.